parlera évidemment de la question de l'antisémitisme et de politique dans un instant, mais d'abord, les gardes à vue des grands-parents maternels, de l'oncle et de la tante du petit Émile ont été prolongées de 24 heures. Vous le savez, les auditions se poursuivent à la gendarmerie de Marseille où se trouve Thibault Marcheteau. Bonsoir Thibault. Où en sommes-nous de ces gardes à vue? Qu'est-ce qui va se produire dans les prochaines heures, peut-être minutes? Eh bien, écoutez, Laurence, les auditions vont continuer à se poursuivre. En ce moment, une audition du grand-père maternel d'Émile est en cours. Elle a commencé à 15h. Elles sont particulièrement longues. Pour l'instant, ce sont des audiences individuelles. Peut-être que dans la soirée, il y aura des confrontations. En tout cas, du côté de l'avocat de la grand-mère et du grand-père, on se dit qu'on est prêt à coopérer avec les enquêteurs et les auditions se passent plutôt sereinement. Il reste encore 12 heures aux enquêteurs qui ont à disposition ces 4 individus qui ont été interpellés, hier à 6h. Je vous rappelle, il s'agit des des grands-parents maternels d'Émile, mais également d'un oncle et d'une tante pour le motif d'homicide volontaire et de recel de cadavres. À la disposition des enquêteurs, il y a également tout ce qui a été saisi lors de la perquisition, une voiture, une remorque ainsi que du matériel informatique. Et demain à 6h, ce fera donc 48 heures que cette garde à vue a commencé. Elle va donc s'achever. 2 options, où ils sont relâchés ou alors ils sont déférés devant un juge d'instruction. Merci Thibault Marcheteau à Marseille. Avant de vous entendre, capitaine, on va aller à la Bouilladis, le village des grands-parents maternels, toujours sous le choc pour les habitants. Sur place, Stéphanie Roquier. Stéphanie. La stupeur n'est pas retombée dans cette petite ville. Depuis le début de l'affaire, les habitants de la Bouilladis se sentent très concernés. Il faut savoir qu'en plein centre-ville, juste derrière la mairie, les parents du petit Émile vivent dans une maison mitoyenne. À 2 km de là, sur les hauteurs, ce sont les grands-parents qui habitent une vaste maison juste derrière le cimetière où a été inhumé le petit garçon en février dernier. C'est cette maison qui a donc été perquisitionnée hier. Et donc ici, tout le monde parle surtout du grand-père. Il est kiné-ostéopathe. Il tient un cabinet dans le centre-ville. Les habitants et les patients le décrivent comme un homme très strict, sévère. Il vivait reclus chez lui et mis à part son cabinet dans le centre-ville, il ne participait pas du tout à la vie du village. Ses habitants, encore sous le choc, attendent désormais les conclusions des gardes à vue avec une communication du procureur d'Aix-en-Provence. Merci beaucoup Stéphanie Roquier à la Bouilladis. Marc Rolland, vous êtes capitaine de gendarmerie. On voit que les enquêteurs ont visiblement des éléments à leur disposition qui leur ont permis de lancer ces interpellations. Il y a aussi les perquisitions, l'analyse des véhicules qui est en cours. Est-ce que cela veut dire, selon vous, qu'il y a déjà des éléments à leur disposition qui leur permettent d'avancer sur une hypothèse? Il y a des éléments à charge depuis le début, puisqu'on met des personnes en garde à vue en raison d'éléments plausibles qu'elles ont participé à un crime ou un délit. En l'état, effectivement, il y a suffisamment d'éléments dans la procédure judiciaire pour abonder les hypothèses d'incrimination les concernant. Parce que là, on parle de l'homicide volontaire, recel de cadavres, et évidemment, incrimination extrêmement grave. Alors, l'homicide volontaire, effectivement, on est dans le haut du spectre du code pénal. Au-delà, il y a l'assassinat et voire même les actes terroristes. Effectivement, le juge d'instruction a identifié des éléments matériels probants pour une telle qualification pénale avec une rigueur aussi stricte. On se pose tous la question depuis hier, dans cette voiture, dans ce van pour les chevaux, on peut encore retrouver 3 ans après des éléments ADN, des éléments matériels, capitaine? Oui, parce que on reste figé sur la disparition. Mais au courant de ces 20 derniers mois, le dossier a été abondé par des éléments divers issus d'interceptions judiciaires, par exemple, issus des retours de réquisition, des expertises. Et il était opportun, effectivement, hier, d'appréhender ces objets, de les mettre sous scellé et de les remettre à expertise. Parce qu'on peut chercher des choses, autre chose que d'ADN. On peut chercher autre chose que des empreintes génétiques ou des empreintes digitales. On peut rechercher dans un véhicule sa mobilité. Chaque véhicule a une petite mémoire inerte, discrète. Souvenez-vous de l'affaire Lina, où le GPS a été volontairement neutralisé et pourtant, on est arrivé à retracer l'itinéraire du véhicule en s'appuyant sur d'autres outils informatiques qui équipent le véhicule nominalement. Catherine, c'est une affaire terrible qui a une dimension nationale et qui parle d'un huis clos familial étouffant. Oui, mais ça, c'est une émotion nationale, parce que d'abord, cet enfant, c'est un petit ange, quoi. Donc, on se sentait tous concernés. Et il y a quand même que cet enfant est disparu comme ça, malgré toutes les recherches, et qu'on le retrouve 20 mois après, dans un endroit où il ne pouvait pas aller seul à pied au moment où il a disparu, parce qu'il faisait chaud, que c'était trop long. Donc, c'est un corps, logiquement,
l'hypothèse, c'est qu'il a été transporté. Et par qui? Voilà, donc c'est ça l'énigme que les policiers, les enquêteurs ont à résoudre. C'est par qui, quoi. Voilà, c'est tout. Mais c'est les seules choses. On ne veut incriminer personne. On a des doutes, mais ça ne suffit pas d'avoir des doutes. Geoffroy Lejeune, il y a aussi cette dimension familiale, cette famille avec ses dissensions, évidemment, on l'imagine, terribles. Je pense que c'est déjà compliqué de pardonner la mise en danger de son propre enfant à quelqu'un de son cercle familial, mais alors quand il y a la mort qui est passée par là, et le soupçon, et le travail d'enquête, et la justice qui s'interpose, vous avez tous les ingrédients pour que une famille, mais aussi un village et une région, et même une sociologie, en fait, s'interroge aussi sur tout ça. C'est absolument épouvantable, et c'est l'incertitude, c'est le doute, tant qu'on n'aura pas la vérité, en fait, le fait d'échafauder des hypothèses rend fou aussi. C'est-à-dire que vous commencez à soupçonner tout le monde. Et aujourd'hui, je pense que ce que attend le grand public, la France, puisque comme le disait Catherine, c'est une émotion nationale. Et surtout cette famille, ce dont ils ont besoin, c'est de la vérité. Bien sûr. Capitaine Marc Rolland, le fait que les gardes à vue étaient prolongés de 24 heures, ça ne veut pas dire quoi que ce soit. Il ne faut pas spéculer là-dessus. Alors, la garde à vue, en soi, il n'y a rien de surprenant. On garde à sa disposition sous la contrainte judiciaire des personnes. La prolongation, ça commence à être un indicateur. Pour autant, elle ne préjuge de rien. C'est un acte d'investigation prévu par la loi, dans le cas d'espèce, pour ce type d'infraction, 2 fois 24 heures. Et ils sont toujours présumés innocents à l'heure où nous parlons. Laetitia Guénan. Oui, mais c'est un fusil à un coup. C'est-à-dire qu'effectivement, passé les 48 heures, ils ne pourront plus les remettre en garde à vue. Et puis, vu l'impact, le choc, commencer par la famille même du petit Émile, que ça implique mettre en garde à vue pour ses chefs d'accusation, les grands-parents et oncles et tantes. Voilà, probablement qu'ils ont assez d'éléments justement pour tenir le choc, parce que c'est un trauma, c'est un trauma pour tout le monde. Évidemment, la suspicion, même s'ils sont relâchés au bout de ces 48 heures, la suspicion que quand même ce sont eux, mais qu'on n'aura pas réussi à établir les faits, va être insupportable. À commencer par les parents du petit Émile, parce qu'effectivement, il y a déjà des dissensions dans la famille, qui ont probablement aussi alerté les inspecteurs, mais le fait d'imaginer sans pouvoir fermer une porte ou en ouvrir une autre, que ce sont ses propres parents qui ont tué son enfant, c'est un poison mortel. Catherine, non, mais ça a l'air d'être un nœud de vipère, mais on l'imagine, parce que dans le fond, on n'en sait rien. Parce qu'un couple qui fait 10 enfants, c'est a priori qu'il aime les enfants, dont le dernier avait été à peine plus âgé que le petit Émile. Donc c'est très très bizarre. Alors là aussi, on montre des hypothèses d'un père familial qui est d'un père de famille qui était assez colérique, emporté. Donc on pourrait dire, est-ce qu'il y a eu un geste maladroit qui a pu entraîner quelque chose qu'il ne souhaitait pas, pour des raisons, parce qu'un enfant est trop turbulent. Je ne sais pas, c'est des hypothèses qu'on échafaude, mais on les échafaude et on ne sait rien. Mais là, quand j'entends le journaliste qui dit « Ah, mais le père répond très vraiment, là il est très ouvert », ça a l'air de dire « Mais tout va bien ». Cool, voilà. Et quelle est la réalité des échanges à vue ? Parce que pour que ça dure aussi longtemps, je pense que les policiers... les gendarmes, quelqu'un qui est... Alors justement, Catherine, on va écouter Maître Isabelle Calrombani, qui est l'avocate du grand-père d'Émile, qui justement a dit que lors de la garde à vue, son client coopérait absolument totalement. Je pense que peut-être le procureur fera un communiqué dans la journée. Il faudra se référer au communiqué du procureur de la République. Les choses se passent très sereinement. Après, il faut aller au bout de la garde à vue. Et le bout de la garde à vue, c'est jusqu'à demain matin, 6h05. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Il faut aller au bout de la garde à vue. Il faut y aller. Ah bah oui, une fois qu'elle est prolongée, il faut y aller. C'est une règle essentielle. Il y a une coopération parfaite. Une coopération parfaite, mais on ne sait pas ce qui se dit dans ces échanges, capitaine. La coopération parfaite, elle suggère que l'intéressé n'a pas exercé son droit au silence. Il répond aux questions, il avance des arguments, il ne se tait pas. Voici ce que veut dire le mot coopératif. Geoffroy, là-dessus, on sait que lors de l'enterrement du petit garçon, qui est très récent, qui s'est déroulé au mois de février, les grands-parents avaient demandé la manifestation de la vérité. Ils avaient dit, ça fait trop longtemps, trop de temps est passé, il faut que la vérité éclate. On a du mal à imaginer cela à la lumière de ces interpellations.
C'est vrai, c'était leur communiqué. Puis on a vu les images sur CNews de cet enterrement où on les voyait accueillir les gens qui s'y rendaient. C'est pour ça que le huis clos de ces auditions est absolument, il est terrifiant parce qu'on ne sait pas du tout ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dire. Est-ce que quelqu'un est en train de craquer? Est-ce qu'au contraire ils sont accusés à tort? Il y a une incertitude qui rend toute cette affaire complètement démente. Et tant qu'on n'aura pas, donc évidemment, moi j'attends comme tous les gens qui s'intéressent à cette affaire, j'attends la fin de la garde à vue et le communiqué du procureur pour savoir quelle va être la direction qui va être prise, la suite qui va être donnée à tout ça. Et en attendant, honnêtement, je vous garantis, Laurence, je n'ai aucune idée. Aucune idée de ce qui se passe. Il ne faut pas avoir d'intime conviction. Rapidement, Laetitia et Alexandre. Ça participe à l'effroi et à la fascination que tout le monde, qu'exerce l'affaire Émile, parce qu'effectivement, il y a ces gens qui en même temps, c'est un milieu très pieux, hein, et où le pire arrive, c'est-à-dire la mort probablement criminelle d'un enfant. Donc tout se côtoie de façon... ce sont des gens qui ont une morale, effectivement, qui pratiquent de façon acharnée toute la journée, enfin, et qui peut-être sont à l'origine de ce qui se commet de pire. On est dans le sud, mais en même temps, on est dans les ténèbres. On est dans ce huis clos, effectivement, et tout ça concorde aussi à se demander, enfin, à entretenir justement cette fascination et à se demander comment, effectivement, des gens qui possiblement sont les auteurs d'un acte aussi terrible peuvent cliver, peuvent se dire oui. Pour l'instant, même si au jour d'aujourd'hui, effectivement, rien n'est du tout établi. Ils sont présumés innocents. Alexandre Devecchio. Geoffroy, j'ai aucune idée de l'issue de cette garde à vue. Enfin, on rappelle quand même que sur l'affaire Grégory, il n'y a pas si longtemps, il y a eu des gardes à vue de 48 heures qui n'ont rien donné. Exactement. Je pense que malgré tout, ce que disent les avocats est une indication. Moi, j'ai souvenir dans d'autres affaires, notamment l'affaire Jonathan Daval, que les avocats... Quand Jonathan Daval était en train de craquer, il annonçait quasiment, préparait les médias. Là, il y a une forme de sérénité chez les avocats, donc il n'est pas dit du tout que les personnes qui ont été mises en garde à vue soient mises en examen. Et si elles le sont, les faits peuvent être aussi requalifiés, il faut le dire. C'est pas parce que là, il y a une garde à vue sous le régime avec la mise en accusation d'homicide volontaire que ce sera forcément un homicide volontaire. Un dernier mot, capitaine Rolland, avant de vous libérer, sur les véhicules qui ont été saisis. Combien de temps peuvent durer ces analyses? Est-ce que les enquêteurs ont déjà à leur disposition une partie des résultats ou pas encore? C'est fonction de ce qu'ils recherchent effectivement. Et on peut imaginer que le véhicule va être désossé. Donc vous pensez bien que ça peut mettre plusieurs semaines. Et ça s'inscrira non pas dans la garde à vue, mais du temps de l'instruction. Bien entendu. Et là, ça sera décisif, parce que ce sont des preuves concrètes. Souvenez-vous de l'affaire la petite Maëlys, on a trouvé une petite goutte de sang en démontant entièrement le coffre. Mais des mois après. Une petite goutte de sang figée sur une vis, un petit rivet au fond du coffre, ce qui a permis effectivement de confondre l'intéressé. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette affaire, Émile, que nous suivons évidemment en direct sur CNews.